Vous aimez les comics Marvel, vous aimez les années 2010, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo puisque aujourd'hui on va essayer de déterminer ensemble quels sont les 10 meilleurs comics Marvel de la décennie 2010, c'est-à-dire de 2010 à 2019. Alors évidemment il y a énormément de titres Marvel qui sont sortis sur cette période qui est particulièrement riche, il y a eu une foison d'épopées, il y a eu énormément de nouveaux personnages, il y a eu de nouvelles équipes, il y a eu des morts, des résurrections, bref, il s'est passé énormément de choses. Moi, j'ai essayé de garder pour vous les 10 récits, les 10 runs ou les 10 comics les plus intéressants de ces 10 dernières années, année par année. Allez, on démarre tout de suite ce flashback par l'année 2010, c'est parti. Et on démarre avec l'année 2010 avec le crossover Siège. Siège, c'est peut-être, à mon avis, l'un des meilleurs crossovers de la décennie chez Marvel. Il y en a eu pas mal, mais celui-là est vraiment, je trouve, particulièrement intéressant. Le principe est relativement simple. Norman Osborn, oui, le super vilain lié à Peter Parker, Spider-Man, a construit une équipe, sa propre équipe de Avengers, les Dark Avengers, et Osborn, ce qu'il pense faire, c'est tout simplement prendre le contrôle d'Asgard. Oui, Asgard, parce qu'à cette époque, Asgard se trouve sur Terre, sur le territoire des États-Unis, et Osborn lance l'offensive. C'est l'occasion pour les Avengers de se reformer, parce qu'ils ont été un petit peu dispersés, et de reformer une équipe de façon à affronter leur double maléfique. C'est le schéma classique, les Dark Avengers, hein, du super-héros version maléfique. C'est particulièrement bien foutu, c'est particulièrement bien dessiné, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vient conclure en fait une première grosse partie de Brian Michael Bendis chez Marvel. Bref, c'est un crossover qui est accessible, qui est particulièrement bien dessiné par Olivier Coipel et qui va relancer les Avengers dans une nouvelle dynamique puisque ce crossover permet de remettre ensemble Captain America, Iron Man, Thor et ils vont reformer une nouvelle équipe d'Avengers digne de ce nom. Bref, Siège, c'est un crossover, à mon sens, incontournable pour l'année 2010. Pour l'année 2011, j'ai sélectionné pour vous Uncanny X-Force de Rick Remender et de Jérôme Opena. Oui, je sais, certains d'entre vous vont me dire « Ah, mais attends, Stéphane, Uncanny X-Force, c'était en 2010. » Alors oui, je suis d'accord, c'est bien en 2010, sauf que la série prend réellement son rythme de croisière à partir de 2011, c'est-à-dire à peu près la fin, la conclusion de l'arc sur la solution Apocalypse, et puis un épisode assez dantesque entre Wolverine et Magneto. Alors, c'est quoi Uncanny X-Force par rapport aux autres X-Force, voire même aux X-Men et aux différentes équipes mutantes? C'est bien simple. Uncanny X-Force, c'est tout simplement Wolverine qui réunit une équipe pour faire le sale boulot. C'est-à-dire que toutes les missions de merde que les X-Men ou que les New Mutants ou que les X-Factor, par exemple, j'allais chercher d'autres noms d'équipes, ne veulent pas faire parce qu'il va falloir se salir les mains, comprendre, il va falloir faire des choix moraux très forts, et c'est Uncanny X-Force qui va se les taper. Alors, au sein de l'équipe, vous avez qui? Vous avez Wolverine, vous avez Psylocke, vous avez Deadpool. Bon, je suis pas fan de Deadpool, mais voilà, ça passe plutôt bien. Vous avez Archangel, et puis vous en avez encore probablement quelques autres que j'ai oubliés, mais en tout cas, ça forme une équipe où les personnages vont devoir faire des choix, où il va y avoir des traumatismes assez violents. Bref, c'est une série qui est particulièrement réussie, et surtout, la série profite des magnifiques dessins de Jérôme Opena qui se fait décidément beaucoup trop rare. Donc pour 2011, c'est vraiment la série, je trouve, qui est ressortie du lot chez Marvel. En 2012, il y a deux auteurs qui sortent un comics que personne n'a vu venir et qui pourtant va être un énorme succès, et c'est celui-là que j'ai sélectionné pour vous, pour 2012. Ce sont tout simplement Matt Fraction et David Aja sur Hawkeye. Alors pourquoi Hawkeye? Tout simplement parce que c'est un personnage qui jusque-là n'avait pas fait énormément parler de lui, il faisait un peu partie des meubles du manoir des Avengers, il n'avait pas eu droit à une grosse série centrée sur sa personne, et c'est ce que Matt Fraction et David Aja vont offrir au personnage, c'est-à-dire vraiment un récit phare, un récit culte qui va marquer vraiment son époque et qui va vraiment marquer les lecteurs. Hawkeye, c'est tout simplement que ce que bien peut faire Clint Barton quand il n'est pas en train de sauver le monde avec les Avengers. Il adopte un chien, il gère des conflits de voisinage, il gère aussi des conflits entre truands. Bref, il mène sa petite vie. C'est pas forcément un mec super cool, c'est même parfois à la limite du loser. Mais Matt Fraction et David Aja dépeignent en fait ce personnage de manière tellement réaliste, tellement intime que ça en devient passionnant. Et puis il faut bien le dire, il y a le dessin de David Aja qui rend quand même super bien. J'avoue que quand j'ai feuilleté pour la première fois ce comic, ça a été un véritable coup de cœur. Rarement j'avais vu un trait aussi fluide, aussi intelligent, aussi inventif, avec des cases, des scènes d'action absolument incroyables, qui depuis ont été recoupées et j'en relis régulièrement, pas plus tard que là. Ce matin je lisais le run de Ramvi sur Catwoman, et on retrouve une influence de David Aja dans le dessin de Leandro. Donc
C'est vraiment une série qui a marqué son temps. C'est ce que j'appelle une série street level, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un super-héros avec des méga pouvoirs qui balance des rafales d'énergie. Non, non, c'est juste un type avec un arc et des flèches. Et puis, bah, sa bite et son couteau. Et il s'en sort plutôt pas mal, même si de temps en temps, il prend des coups. Si vous n'aimez pas les grosses super séries d'action, de bourrinage avec des personnages hyper puissants, Hawkeye, c'est vraiment pour vous. C'est vraiment en 2012, je trouve, le haut du chapeau chez Marvel. Bon, on va pas se mentir, on aime tous Daredevil et on est tous d'accord pour dire que c'est un super-héros qui a eu une sacrée batterie d'auteurs à succès et d'auteurs de qualité. Depuis Stan Lee, en passant par Gene Colan, en passant par d'autres que j'oublie, évidemment Frank Miller, Anne Nocenti, John Romita Jr. Ces dernières années, enfin quand je dis ces dernières années, ça commence à faire quelques décennies maintenant, on a eu Brian Michael Bendis, on a eu Ed Brubaker, et puis, il est arrivé à mon sens un problème, c'est que ça tournait quand même un petit peu en rond tout ça. C'est-à-dire qu'on jouait tellement la carte de Frank Miller, c'est-à-dire la noirceur, le côté sombre, le Matt Murdock en dépression, qu'au bout d'un moment vient s'installer une certaine routine. En 2013, il y a un run sur Daredevil, écrit par Mark Waid et dessiné par Chris Samney, qui vient chambouler un petit peu les habitudes, et moi c'est ce que j'aime bien dans ce run. C'est-à-dire que pour une fois, un auteur propose autre chose que de faire une espèce de variation sur du Frank Miller. C'est pas Chris, c'est Mark Waid, il propose tout simplement de garder ce personnage fracturé, triste, mélancolique, sombre, mais avec des visuels, un style graphique beaucoup plus lumineux et surtout un ton beaucoup plus léger. Ça donne un Daredevil frais, charmant, bondissant, pétillant, qu'on n'attendait pas forcément. On s'attendait à ce que ce run soit dans la lignée de ce qui avait précédé. Et en fait, bah, ça crée quelque chose de tout à fait nouveau, d'original, que moi, j'adore. Alors, sur l'année 2013, parce que le run de Mark Waid est relativement long, sur l'année 2013, deux faits marquants et que je vous invite à aller lire, c'est d'abord l'apparition d'un super vilain qui s'appelle Icaris, qui est un personnage particulièrement intéressant et qui a été malheureusement un petit peu oublié depuis. Et puis, c'est aussi une période durant laquelle eh bien, on va creuser encore un petit peu plus la relation entre Matt Murdock et son grand pote, Foggy Nelson. Les dessins de Chris Samney, pour ceux qui ont lu dernièrement les travaux de Chris Samney, je veux parler du Batman and Robin, voient évidemment ce que c'est. C'est du dessin au style très clair, très simple, mais c'est extrêmement efficace, et on sent qu'il prend un pied fou à dessiner du Daredevil, et ça marche sur nous, lecteurs. Tout le run de Chris Samney et de Mark Waid, décidément j'ai du mal, je veux l'appeler Chris Waid et Mark Samney, et ça va pas aller, mais tout le run de ces deux auteurs-là est à lire, à relire et à découvrir incessamment sous peu si ça n'est pas déjà fait. Bref, sur l'année 2013, moi je retiens le Daredevil de Mark Waid et Chris Samney. Pour 2014, évidemment, je ne pouvais pas manquer de vous parler de Jonathan Hickman qui va, sur cette deuxième partie de la décennie 2010, va prendre une importance de plus en plus importante. Une importance de plus en plus importante, on voit que cette vidéo est improvisée. Avec New Avengers. Alors New Avengers, c'est un comics scénarisé par Jonathan Hickman. Sur l'année 2014, il y a plusieurs dessinateurs. Il y a du Mike Deodato, il y a du Kev Walker, il y a du Valerio Chitti, il y en a encore un autre qui m'échappe, mais bref. Voilà, c'est un peu un pêle-mêle en termes de dessinateurs. D'ailleurs, ça a été un petit peu le cas sur cette série New Avengers. On la lit pas forcément pour la constance du dessin. Il y a eu du Steve Epting au début. Mais c'est surtout le scénario de Jonathan Hickman qui construit progressivement une histoire qui va nous amener à un autre comics dont on va parler tout à l'heure, qui est Secret Wars. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, New Avengers, c'est quoi? C'est tout simplement les Illuminati. Vous savez, ce groupe secret des grosses têtes Marvel qui se réunissent dans l'ombre pour essayer de gérer les gros problèmes. Il y a le professeur Xavier, il y a Namor, il y a Black Panther, il y a Red Richards, et puis il y en a encore probablement d'autres que j'ai oubliés. Et ils font des choix parfois compliqués, mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jonathan Hickman va les mettre face à des choix encore plus compliqués que d'habitude. Alors, parce que quand il s'agissait de décider s'il faut envoyer Hulk dans l'espace, tout le monde était d'accord, sauf que quand il faut décider s'il faut détruire des civilisations et des univers entiers pour sauver son propre univers, là par contre, le degré de discussion et de moralité devient un petit peu plus compliqué à gérer pour nos grosses têtes. C'est une série qui se lit, on va dire, plus pour le scénario que pour le dessin. Il se passe énormément de choses intéressantes. C'est une série aussi qui est très liée à ce qui s'est passé et ce qu'a pu faire auparavant Jonathan Hickman, notamment dans les 4 Fantastiques. Je vous conseille d'ailleurs son run sur les Fantastic Four, notamment aussi sur Shield. J'ai oublié le nom. Je ne sais plus. Bref, vous m'aiderez en commentaire. C'est pas les Agents of Shield, j'ai oublié. C'est quand Nick Fury monte un groupe là.
c'est Secret Warriors? Ouais, je sais plus. Bref, en tout cas, cette histoire de New Avengers est particulièrement intéressante pour les dilemmes moraux qui sont posés. On n'est pas sur un comics de baston intersidéral, on est vraiment sur un comics qui met les super-héros face à des choix extrêmement compliqués, et évidemment cela aboutira à de grosses catastrophes, comme on le verra un petit peu plus tard. Bref, pour cette année-ci, j'ai choisi New Avengers et je vous conseille de lire ce run qui est disponible évidemment en France, comme tous les titres que je vous ai proposés. Avant d'aller plus loin, petite pause pour vous dire que Top Comics est une chaîne qui évidemment parle de comics, mais pas que. Je vous invite régulièrement tous les mardis soirs vers 18 h sur notre chaîne à suivre les critiques doupiennes de mon pote Doup qui revient tous les mardis, donc avec 3, 4 ou 5 comics à conseiller. Et puis en début de mois, nous avons chaque début de mois nos conseils comics que nous appelons les recommandations 10+10 et que nous faisons avec Doup. Et puis en fin de mois, nous avons maintenant le bilan lecture sur lequel je reviens sur mes lectures et je vous indique qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu dans mes lectures. Et puis très régulièrement, nous avons ce que l'on appelle les capsules comics, où je feuillette avec vous, face caméra, les comics qui viennent de sortir sur les semaines précédentes, et je vous dis ce que je pense, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé pas bien, avec toujours dans cette idée de vous donner de bons conseils de lecture, et surtout de vous proposer de bons moments de lecture. Pour cette année 2015, j'ai sélectionné évidemment Secret Wars de Jonathan Hickman et Esad Ribic. Difficile de choisir un autre comics que celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est peut-être le plus gros event de ces 20 dernières années, 10-20 dernières années chez Marvel, le plus intéressant et le plus construit. On vient de le voir, en 2014, je vous avais proposé New Avengers, qui commençait à construire, enfin qui poursuivait la construction du chemin qui amène à Secret Wars. Et le Secret Wars de Jonathan Hickman, c'est la conclusion, c'est le feu d'artifice. Bref, c'est personnellement, un de mes events préférés chez Marvel. Je trouve qu'il est particulièrement réussi et particulièrement intéressant. Le principe est simple, c'est que toutes les terres du multivers ont commencé à disparaître, bien aidé en cela par les Illuminati dans New Avengers. Et au final, il n'en reste plus qu'une, celle dirigée par l'empereur Doom, l'empereur Fatalis, qui dirige la seule Terre qui existe, sur laquelle on va retrouver des morceaux, des portions d'autres univers qui se sont agglomérés dans ce nouvel univers sur Terre. Alors c'est intéressant, c'est à la fois un crossover que vous pouvez lire simplement le tronçon principal et ça ira très bien. Ça explique comment les quelques héros survivants de la Terre que l'on connaît tous sont arrivés dans cet univers et comment ils vont faire pour restaurer l'univers Marvel tel qu'on le connaît, parce que oui, spoiler, l'univers Marvel tel qu'on le connaît va revenir. Mais aussi, c'est aussi un event qu'on peut lire de bout en bout en lisant tous les tie-in, puisque je vous ai parlé de portions d'univers qui se trouvent sur cette planète, de planète patchwork. Et bien, pour chaque portion, vous avez une mini-série qui y correspond et qui, pour certaines d'entre elles, sont particulièrement intéressantes. Malheureusement, Panini les a jamais rééditées, en tout cas pas dans leur ensemble. Il n'a sélectionné que quelques mini-séries et pas l'ensemble. On peut retrouver l'ensemble dans les parutions en périodique, en kiosque à l'époque. Bon, pour ma part, j'ai tout gardé, donc je peux tout lire. Mais Secret Wars, c'est vraiment, je trouve, un des events les plus incroyables, les plus épiques, les plus cosmiques que l'on peut trouver ces dernières années. C'est un véritable feu d'artifice. Et vraiment, vous devez lire Secret Wars, puisque c'est, à mon sens, un indispensable pour tous les fans de Marvel de ces dernières années. Au dessin, Esad Ribic, que vous connaissez peut-être, on l'a vu dernièrement sur Eternals, on l'a vu dernièrement sur Avengers versus Predator, on avait fait une vidéo d'ailleurs sur AVP. Esad Ribic, il donne un style, ah oui, il est aussi sur Thor, j'ai oublié de le dire, le Thor de Jason Aaron. Esad Ribic, il donne un style particulièrement épique, particulièrement classieux, avec son style un peu peint. Et puis surtout, faut quand même le dire aussi, Secret Wars, c'est aussi le gros affrontement entre Red Richards et le Docteur Fatalis. Et rien que pour ça, rien que pour la façon dont c'est construit, la façon dont c'est amené, ça vaut largement le coup. Et si vous aimez le MCU, c'est-à-dire l'univers cinématographique Marvel au cinéma, il y a de fortes chances que l'on retrouve des éléments de Secret Wars dans les prochains films, et notamment dans les prochains Avengers. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les coulisses. Bref, lisez Secret Wars, c'est un des meilleurs events que l'on peut lire de ces dernières années. Si je vous parle de Moon Knight, certains d'entre vous, peut-être même la plupart, vont me dire « Oui, bon, c'est un Batman habillé en blanc. » Bande de petits néophytes, revenez un petit peu par ici. Non, en 2016, Moon Knight est relancé par Jeff Lemire et Greg Smallwood. Et c'est un run absolument dantesque. On aura rarement vu un run aussi riche, aussi impressionnant, psychologiquement parlant. Puisque, en effet, Jeff Lemire va tout simplement se reposer sur une des particularités du personnage
de Moon Knight, qui est que ce personnage a une personnalité fracturée. Bref, il a plusieurs personnalités en quelque sorte. Et là, Jeff Lemire le plonge dans un, on va dire, dans un chaos, dans un truc encore plus complexe, c'est que on n'arrive bientôt plus à faire la différence entre la réalité et les fantasmes, les rêves de Moon Knight, Mark Spector. Mais est-il encore Mark Spector? Là-dessus, vous avez Greg Smallwood, pardon, j'ai du mal à le dire, Greg Smallwood, qui arrive avec un style très fin, très détaillé, très minutieux, et en même temps qui nous compose des planches absolument incroyables qui collent parfaitement au délire de Jeff Lemire. C'est probablement un des meilleurs récits de Jeff Lemire de ces dernières années. Ça a totalement chamboulé le personnage. Alors certes, il se repose quand même un petit peu sur ce qui a été fait quelques années plus tôt sur la série régulière, mais il le prolonge, il le pousse encore un peu plus loin. C'est torturé, c'est bizarre, c'est complètement barré, c'est totalement dans l'idée de personnage fracturé qui ne sait plus où il est, et d'ailleurs nous non plus. Il faut apprécier évidemment d'être totalement perdu dans la psyché de ce personnage. 2016, voilà le comics que je vous conseille pour cette année-là. Pour 2017, je vous ai préparé un outsider que vous n'avez probablement pas vu venir. Je veux parler des Defenders de Brian Michael Bendis et de David Marquez. Alors pourquoi je choisis les Defenders? Parce que en 2017, d'abord, les comics Marvel sont un peu dans le flou, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une certaine synergie entre le MCU et les comics Marvel, et il n'y a pas forcément de gros events qui, moi, m'a particulièrement marqué. Par contre, si je choisis les Defenders, c'est parce que à cette époque, éclatent aussi sur Netflix les personnages inspirés de Marvel, donc Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones. Et le fait de les mettre ensemble dans une même équipe, dans les comics, c'était un pari un peu risqué, mais qui fonctionne particulièrement bien. Alors la série ne dure que 10 épisodes, parce que Brian Michael Bendis, après le 10e, s'en va travailler chez DC Comics, malheureusement. Mais il livre une série telle qu'on peut l'imaginer pour du Brian Michael Bendis, c'est-à-dire très strict level, avec des personnages de la rue, c'est pas une série dans laquelle on va aller buter Galactus, par exemple, avec des personnages que l'on connaît, parce qu'on vient de les voir à la télévision en série à cette époque. Puis évidemment, les vieux lecteurs comme nous, on les avait déjà lus dans les comics Marvel. Mais on avait rarement vu cette configuration-là. Je trouve que Brian Michael Bendis, il fait un travail qui est assez remarquable sur cette série, parce que comme d'habitude, il prend des personnages, il leur donne chacun une tonalité. Alors évidemment, il y a les tics d'écriture habituels de Brian Michael Bendis, et c'est pas le comics qui va vous faire aimer Bendis si vous ne l'aimiez pas au préalable. Niveau dessin, un petit nouveau, entre guillemets, David Marquez, qui commence à se faire connaître chez Marvel. Il est actuellement sur les X-Men au moment où... Enfin, il était sur les X-Men au moment où je vous parle. C'était un excellent dessinateur. C'était une série qui était assez prometteuse. Moi, je trouve que les 10 épisodes sont particulièrement frais et intéressants. Et surtout, je trouve que c'était une série que j'avais envie de vous faire découvrir si vous ne l'aviez pas eu entre les pattes. Elle est sortie évidemment en France, je crois que c'est en Marvel 100%. Et c'est une série qui mérite d'être redécouverte, quand bien même elle est relativement courte. Pour 2018, si je vous parle d'Immortal Hulk, évidemment vous ne serez pas surpris. Là pour le coup 2018, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. C'est Immortal Hulk de Al Ewing et Joe Bennett qui cartonne quoi, hein, tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment la meilleure série Marvel. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Hulk à ce niveau de qualité, et on est bien content de le retrouver dans le top du top. Alors, c'est quoi Immortal Hulk? On fait un peu fi des derniers épisodes. Al Ewing, en fait, part sur une autre piste et décide d'explorer un autre ton pour le personnage de Hulk. Il va carrément faire verser la série du côté horrifique. Donc, Immortal Hulk devient une série d'horreur pour les amateurs de films d'horreur, comme vous, comme moi. Bref, ça marche particulièrement bien. Pourquoi ça marche bien? Parce que dans Hulk, c'est pas que un personnage qui détruit des immeubles, qui fait Hulk écrase et qui bastonne des gens. On sent bien qu'il y avait une horreur psychologique qui était latente, qui avait monté progressivement au fil des décennies. Et Al Ewing, il amène le truc pile au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il nous construit une série où on n'a pas forcément peur, mais Hulk devient particulièrement inquiétant. Et ça, c'est particulièrement réussi dans ce comics. Évidemment, les dessins sont aussi un des éléments clés du succès. Les dessins sont finement ciselés, ça colle parfaitement bien. Le Hulk est particulièrement méchant et vénère. Pas seulement destructeur, mais vraiment vicieux, quoi. Et puis on est content de retrouver des personnages. Moi aussi, j'étais particulièrement content de retrouver Sasquatch dans ce Immortal Hulk. Bref, c'est vraiment une série qui est, je trouve, assez indispensable si on aime Marvel et si on veut lire du Marvel dans les années 2010 à 2020.
Bref, Immortal Hulk, c'est un indispensable qui va ressortir, je crois, alors il est déjà ressorti en Marvel 100%, il est sorti en omnibus, et vous allez pouvoir le retrouver dans la collection Nomade de poche de chez Panini d'ici quelques semaines ou quelques mois. Bref, un indispensable. Quel comics m'a marqué pour la dernière année de la décennie 2010 chez Marvel? Eh bien la réponse elle est quand même relativement simple, c'est House of X Power of 10. Impossible de faire l'impasse sur cette mini-série. On va dire qu'il y a quand même quelques épisodes, mais ça reste à mon sens, ça reste quand même une mini-série. Alors, House of X Power of 10, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, on remet au centre du jeu les X-Men. Ça faisait plusieurs années que les X-Men étaient un peu en perdition, et je dis pas que c'était mauvais et que tout était mauvais, mais c'est vrai que on peut pas dire qu'ils aient été particulièrement bien servis, ni qu'ils aient eu d'énormes sagas incontournables. On attendait en fait que quelqu'un vienne et mette un coup de pied dans la fourmilière et restructure en fait tout l'univers mutant pour proposer quelque chose de nouveau. C'est ce que fait ce diable de Jonathan Hickman qui décidément a marqué la décennie 2010-2020 chez Marvel. Avec House of X Power of 10, c'est exactement ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il met à plat tout ce qui a pu exister jusqu'à présent. Tout ça explose au profit d'un nouveau contexte et d'un nouveau statu quo. C'est quoi ce nouveau statu quo? Bah, c'est tout simplement les mutants qui décident de prendre possession d'un territoire, l'île de Krakoa, d'en devenir les administrateurs, de créer un pays et de dire au monde entier, et notamment évidemment aux humains, qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas l'intention de s'abaisser et que dorénavant il faudra compter avec eux. Donc c'est un changement complet dans le fonctionnement des X-Men et des séries mutantes, à tel point d'ailleurs que toutes les séries mutantes sont relancées à cette occasion. Alors House of X Power of 10, c'est le démarrage de cette période. Alors House of X raconte évidemment les événements que je viens de vous raconter, et nous explique comment tout ça c'est arrivé et quelles conséquences ça peut avoir avec dans l'univers Marvel. Power of 10, c'est le futur des X-Men, le futur de notre univers, et la manière dont les mutants vont évoluer à travers le temps. Alors, autant à l'époque, quand je le lis en 2019, House of X Power of 10, je trouve ça assez incroyable et je me dis à l'époque, bon sang, mais c'est exactement ça qu'il fallait faire, enfin quelque chose de neuf. Malheureusement, il faut bien dire que presque 10 ans après, je suis un peu revenu de cette époque que l'on appelle l'ère Krakoa, puisque je n'ai pas poursuivi ma lecture longtemps après, parce que je trouve que les X-Men ont tellement été transformés que je n'ai plus retrouvé mes mutants. Il n'empêche que eh bien, House of X Power of 10, pour l'avoir relu encore ce matin, ça reste quand même un excellent comics, quand bien même il n'est pas tenu toutes ses promesses, à mon sens. En tout cas, je pense que c'est les séries qui ont suivi qui n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Mais quel comics, quelle force, quel espoir qu'on va avoir quelque chose de totalement nouveau. Enfin, on avait donc quelque chose de totalement nouveau. C'est maintenant ce que j'attends encore avec les X-Men, c'est que j'attends que quelqu'un renverse la table et repropose quelque chose de nouveau dans ce goût-là. C'est un peu au niveau de ce qu'a pu faire comment il s'appelle Ah, j'ai oublié le nom de ce scénariste. Grant Morrison, voilà, c'est un peu au niveau de ce qu'a pu faire Grant Morrison avec les X-Men à l'époque. Bref, c'est un incontournable de toute manière si vous voulez lire du mutant chez Marvel. Ça reste vraiment une pierre angulaire et il faut forcément passer par là. Et si vous n'avez pas envie de lire toute l'ère Krakoa, vous pouvez au moins vous contenter de House of X Power of 10, qui sont deux séries séparées mais qui se lisent, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Voilà, c'était mon dernier comics de cette décennie. Et quel comics! Voilà, c'était mon top de cette décennie 2010 pour les publications Marvel. Maintenant, la question c'est, et vous, est-ce que vous avez les mêmes préférences? Est-ce que vous aussi, votre top correspond à mes goûts, à ce que je vous ai proposé? Je vous propose d'en débattre en commentaire, d'en discuter, évidemment dans le plus grand respect les uns les autres. N'hésitez pas à me donner votre top 10 sur cette décennie, à vous, de façon à ce que les autres copains puissent aussi avoir d'autres propositions de lecture. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter justement de très bonnes lectures Marvel, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous, de vos proches, et je vous dis à très bientôt sur Top Comics. Salut!